Bonjour, bonsoir, bienvenue à ce webinaire sur les nouveaux traitements de l'insuffisance cardiaque. Un sujet très vaste qui peut nous prendre énormément du temps si nous voulons le décortiquer en détail. J'ai posté une petite vidéo de 19 minutes pour vous rafraîchir la mémoire sur la pathophysiologie. Je pense que vous avez eu le temps de la voir. Comme je l'ai dit, je ne vais pas revenir sur la définition, l'épidémiologie ou la pathologie de l'insuffisance cardiaque. En tant que clinicien, ce qui nous intéresse plus, c'est comment faire la prise en charge de ces patients. Alors, ma présentation va se pencher sur la classification de l'insuffisance cardiaque ainsi que son nouveau traitement selon les guidelines de 2023. Mais avant d'y arriver, je vais parler de l'algorithme de diagnostic. L'insuffisance cardiaque est un syndrome tout à fait clinique. Les symptômes des malades et l'examen physique donnent déjà le diagnostic. Chez les patients qui se présentent avec des symptômes et des signes physiques pour la première fois, la probabilité d'insuffisance cardiaque doit d'abord être évaluée en fonction de l'histoire clinique du patient, de l'examen physique et de l'électrocardiogramme EKG fait au repos. Si tous ces éléments sont normaux, l'insuffisance cardiaque est très improbable et d'autres diagnostics doivent être envisagés. Si au moins un élément est anormal, le dosage des natriurétiques peptides doit être réalisé. On peut doser sa forme active BNP ou sa forme inactive NT-proBNP. Une échocardiographie transthoracique est indiquée si le taux de natriurétique peptide est au-dessus des seuils d'exclusion ou si le dosage est difficile à faire ou on ne peut pas le faire du tout. Alors, si l'échocardiographie transthoracique est faite, elle va évaluer la structure et la fonction du myocarde. Elle peut aussi déterminer la fraction d'éjection pour la suite de traitement. En même temps, on va poursuivre d'autres investigations à la recherche des causes de l'insuffisance cardiaque, ainsi que déterminer les facteurs qui l'ont précipité. Parce que nous parlons de la fraction d'éjection, elle est très importante à connaître pour comprendre la suite de ces nouveaux traitements de l'insuffisance cardiaque. Parlons de la classification de l'insuffisance cardiaque. Nous connaissons la classification de New York Heart Association basée sur la sévérité des symptômes et l'activité physique. Cette classification va de classe 1 jusqu'à classe 4. La classe 1 où il n'y a pas de limitation de l'activité physique et la classe 4 où les malades ont des symptômes même au repos. Alors, la deuxième classification de l'insuffisance cardiaque est basée sur la fraction d'éjection. En anglais, ejection fraction. Parlons d'abord des abréviations utilisées en anglais. À votre droite, il y a HF, qui veut dire heart failure. À gauche, il y a EF, qui veut dire ejection fraction. Au milieu, il y a des lettres en minuscules. R pour reduced, MR pour mildly reduced et P pour preserved. Ce qui fait trois catégories dans cette classification selon la fraction d'éjection. Vous avez les heart failure with reduced ejection fraction, dont la valeur est inférieure ou égale à 40. Vous avez les heart failure with mildly reduced ejection fraction, qui est entre 41 et 49. Et vous avez les heart failure with preserved ejection fraction, qui est égal ou supérieur à 50. Alors, comment est-ce qu'on fait l'estimation de ejection fraction? Si vous avez suivi la vidéo de 19 minutes sur la pathophysiologie de l'insuffisance cardiaque, vous vous rappellerez que la fraction d'éjection est égale au volume d'éjection systolique sur le volume télédiastolique. Son estimation peut se faire par des techniques non invasives comme
l'échocardiographie, les MRI, les CT scans, peut aussi se faire après l'injection de produits radioactifs en utilisant le MAGScan, SPECT ou PET. La technique invasive, elle, utilise une cathétérisation du ventricule avec produit de contraste. Et en anglais, on appelle cardiac cath ou cardiac catheterization. L'échocardiographie est une technique la plus utilisée. Actuellement, l'écho à 3 dimensions donne des résultats plus fiables par rapport aux précédentes techniques comme M-mode et 2-dimension. Pendant l'échographie, les techniciens ou les cardiologues prennent des différentes mesures sur le ventricule gauche pendant systole ou end diastolique. Ces mesures sont ensuite calculées dans l'équation de Simpson pour avoir l'estimation de la fraction d'éjection. Alors, les traitements, lui, est complètement nouveau à cause de l'introduction de 2 nouvelles classes de médicaments dans le guideline. Il s'agit des ARNI et les sodium glucose cotransporter 2 inhibitors. Alors, ces guidelines ont été mis ensemble par the American Heart Association, the American College of Cardiology et the Heart Failure Society of America. D'où ces abréviations qui vont revenir de temps en temps. Et puis, vous pouvez voir aussi l'abréviation DDMT qui veut dire Guideline Directed Medical Treatment. Les guidelines commencent par staging ABCD comme ce qu'on a vu dans le cancer. Stage A sont des patients qui ont le risque de faire une insuffisance cardiaque mais n'ont pas eu de symptômes. Ils ont les maladies cardiovasculaires comme l'hypertension, le diabète, obésité, cardiomyopathie et voire même intoxication aux produits comme l'alcool. Alors stage B, c'est comme stage A, des patients qui ont des maladies cardiovasculaires sans symptômes mais présentent certains signes paracliniques, par exemple un taux élevé de BNP ou un taux élevé de troponine ou encore une augmentation de la pression de remplissage. Stage C, c'est pour les patients qui sont ou ont été symptomatiques avec les signes de l'insuffisance cardiaque. Ces stages représentent 90% des patients qui sont vus en clinique. C'est dans ce stage qu'il y a la classification des ejection fraction. Donc, les traitements que je vais vous présenter ci-bas concernent les malades qui sont ou ont été symptomatiques avec les signes de l'insuffisance cardiaque, c'est-à-dire les patients dans ce stage C. Alors, il y a le stage D qui est tout simplement pour les patients qui sont réfractaires au traitement. Et ces patients ont d'autres recommandations qu'on ne va pas discuter aujourd'hui. Alors, quel est ce nouveau traitement de l'insuffisance cardiaque? D'après les guidelines de 2023, le malade avec Reduced Ejection Fraction ou Mildly Reduced Ejection Fraction doivent être sous les quadruples médicaments que voici. Les ARNI, les bêta-bloquants, les minéralocorticoïdes récepteurs antagonistes et les sodium glucose cotransporter 2 inhibitors. SC inhibitors ou angiotensin receptor blockers ne peuvent être utilisés que si les ARNI sont contre-indiqués. Ça, c'est la recommandation de 2023. Les patients avec Preserved Ejection Fraction doivent être sous les mêmes médicaments, à l'exception des bêta-bloquants. Il y a une forte recommandation pour les sodium glucose cotransporter 2, mais pas une recommandation pour les bêta-bloquants dans cette catégorie pour les patients qui ont Preserved Ejection Fraction. Ces médicaments peuvent être prescrits simultanément ou l'un après l'autre, aussi vite que possible, en suivant l'hémodynamique du malade. Et les études ont montré qu'il y a un grand bénéfice
s'ils sont ensemble dans moins de 4 semaines ou plus ou moins 4 semaines. Et aussi, il y a une réduction considérable de la mortalité et l'hospitalisation des malades avec insuffisance cardiaque. Alors, un petit mot sur ces médicaments. Commençons par le premier, donc le Zarni. C'est une association de deux classes différentes de médicaments, à savoir angiotensin receptor blocker et neprilasine inhibitors. Nous connaissons le système rénine-angiotensin-aldostérone. En cas d'hypovolémie, le rein va sécréter la rénine qui va transformer l'angiotensinogène en angiotensine 1. Et sous l'action de l'angiotensin converting enzyme, l'angiotensine 1 sera transformée en angiotensine 2, qui est un puissant vasoconstricteur et va entraîner une vasoconstriction des vaisseaux, la sécrétion de l'aldostérone au niveau du cortex. Et l'aldostérone, comme nous connaissons, va causer une rétention de sodium, en même temps une rétention de l'eau. D'une part, les inhibiteurs de l'angiotensin converting enzyme vont empêcher la conversion de l'angiotensine 1 en angiotensine 2. Et nous connaissons bien ces médicaments depuis les captopril jusqu'au plus récent. Et d'autre part, les médicaments qui vont bloquer les récepteurs de l'angiotensine 2 vont bloquer l'action de cette dernière. La deuxième classe de médicaments dans l'association des ARNI, c'est les neprilasine inhibitors. Pour bien comprendre le mécanisme d'action de cette classe, parlons d'abord des natriurétiques peptides. Une hormone sécrétée par les muscles cardiaques quand ils sont dilatés. Il y a 3 sortes de natriurétiques peptides dans les corps selon leur site de sécrétion. ANP vient des oreillettes, BNP des ventricules, B pour Brain Natriuretic Peptides. Brain parce que ça a été identifié pour la première fois dans les cerveaux des cochons, mais elle est sécrétée en abondance par les ventricules chez l'homme. On a aussi tendance à l'appeler type B NP ou type B natriuretic peptide. La troisième forme de natriuretic peptide, c'est CNP, qui vient du cerveau, C pour cortex. Au niveau des tubules rénaux, natriuretic peptide diminue l'absorption de sodium, causant ainsi une élimination de sodium dans les urines, que nous appelons natriurésis, et par là une diurèse par osmose. Elle cause aussi une vasodilatation des vaisseaux, ce qui diminue la tension artérielle et améliore le travail du cœur. Mais cette belle action des natriuretic peptides ne va pas durer longtemps à cause de sa dégradation rapide par neprilasine, qui est une enzyme endopeptidase trouvée dans les endothéliums des vaisseaux. Alors, les médicaments qui inhibent neprilasine vont prolonger l'action des natriuretic peptides. Signalons en passant que chaque fois qu'il y a un médicament qui spille le sodium dans les urines, la pompe sodium-potassium au niveau des tubules rénaux va retenir le potassium, ce qui donne un risque d'hyperkaliémie comme side effect de ces médicaments. Dans ces groupes des ARNI, il y a Entresto qui a été approuvé par le FDA depuis 2015 pour le traitement de l'insuffisance cardiaque. Il est composé de sacubitril, qui est un neprilasine inhibitor, et valsartan, qui est un angiotensin receptor blocker. Alors, le deuxième groupe de médicaments dans les quadruples médicaments pour le traitement de l'insuffisance cardiaque, ce sont les bêta-bloqueurs. Nous les connaissons depuis la belle lurette. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Il y a 3 qui sont approuvés pour le traitement de l'insuffisance cardiaque par le FDA ici. Il y a les bisoprolol,
les carvedilol et métoprolol. Je sais que cette liste peut être différente selon les pays où vous pratiquez la médecine. Alors, le troisième médicament dans les quadruples de médicaments, ce sont les minéralocorticoïdes récepteurs antagonistes. Les plus utilisés sont éplérenone et spironolactone. Éplérenone et spironolactone. Je pense que nous connaissons beaucoup spironolactone. Éplérenone aussi. Ces médicaments bloquent l'action de l'aldostérone que j'ai expliqué ci-dessus avec le système rénine-angiotensine-aldostérone. Enfin, nous avons la nouvelle classe de médicaments qui vient juste de faire son entrée dans le traitement de l'insuffisance cardiaque. Il s'agit de sodium glucose cotransporter 2 inhibitors. Une classe de médicaments qui était pour type 2 diabetes mellitus et après les randomized clinical trials a prouvé son bénéfice à réduire l'hospitalisation et la mortalité parmi les malades avec insuffisance cardiaque. Quel est le mécanisme d'action des inhibiteurs de sodium glucose cotransporter 2? Au niveau des proximal renal tubules, il y a des protéines qu'on appelle sodium glucose cotransporters. Il y a cotransporter 1 et cotransporter 2. Ces protéines transportent le sodium et glucose qui sont filtrés au niveau des glomérules et le ramènent bec dans le sang. Vous comprenez que pour un diabétique, cela va augmenter la glycémie. Les transporteurs 1 transportent 7 à 10% de sodium glucose et les transporteurs 2 transportent 90 à 93% de sodium glucose. C'est pourquoi les transporteurs 2 qui transportent presque 90% de sodium et glucose est les cibles de ces inhibiteurs. Cette classe de médicaments qui a le suffixe glyphosine inhibe ces transporteurs 2. Donc, pas de transport de sodium glucose vers le sang. Ainsi, le sodium et le glucose sont éliminés dans les urines. Ce qui va entraîner une glucosurie, une natriurèse, accompagnée par une diurèse osmotique. Alors, comme side effect pour ces médicaments, ça peut entraîner une déshydratation à cause de la diurèse osmotique, une hypotension orthostatique, les infections urinaires et mycoses vaginales chez la femme à cause du sucre dans les urines. Sucre que nous connaissons très bien est un bon milieu de culture. Et nous avons dit que chaque médicament ou circonstance où le sodium est spilled dans les urines, la pompe sodium-potassium au niveau des renal tubules va retenir le potassium. Donc, ce qui va entraîner une hyperkaliémie comme side effect aussi pour ces médicaments. À noter aussi que ces médicaments peuvent entraîner une perte de poids, ce qui est bien pour les malades avec diabète, aussi bien les malades avec insuffisance cardiaque. Alors, il y a 4 médicaments dans ces groupes sur le marché, tous se terminant avec le suffixe glyphosine. Il y a canagliflozine, dapagliflozine, empagliflozine et puis ertugliflozine. Alors, en résumé, j'ai parlé de la classification de l'insuffisance cardiaque d'après la fraction d'éjection. J'ai aussi présenté les quadruples médicaments recommandés pour les patients qui ont reduced ejection fraction et mildly reduced ejection fraction. Les patients dans ces 2 catégories doivent être sous les ARNI, le bêta-bloqueur, les minéralocorticoïdes récepteurs antagonistes et les sodium glucose cotransporter 2 inhibitors.
Les patients avec preserved ejection fraction doivent être sous les mêmes médicaments, mais sans bêta-bloquant. Alors, les buts de ces quadruples médicaments sont l'amélioration de l'état clinique du malade, de la capacité fonctionnelle et de la qualité de vie, ainsi la prévention des hospitalisations et la réduction de la mortalité. Si ce quadruple est bien utilisé, vous allez ajouter quelques années de plus à vos malades qui ont ce syndrome d'insuffisance cardiaque. J'ai dit et je vous remercie.